Coucou les gros bidous, aujourd'hui je viens vous parler brièvement, je crois, j'espère, des figures ou des personnages de la cour dans le tarot et en particulier des rois. Il y a une voiture qui vient de passer, ça donne le ton pour la vidéo, elle va être relativement peu montée. Il y a quelques années, j'avais déjà publié une vidéo, des vidéos en format vlog assez rapide comme ça pour vous parler des personnages de la cour, des figures, comment je les lis, comment je les comprends, comment avec plus de 10 années de pratique du tarot, je me les suis réappropriées, en particulier sur les choses qui étaient plus compliquées, par exemple les stéréotypes de genre ou les aspects trop genrés à mon goût, les aspects aussi liés à est-ce qu'on lit des parts de soi, est-ce qu'on lit des personnes extérieures ou un peu les deux, toutes ces choses-là. Et ça a été un cheminement quand même de réussir à trouver un positionnement avec les figures qui fasse sens pour moi. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de vous inviter à faire. Alors, si vous cherchez des interprétations traditionnelles des rois, vous allez les trouver un peu dans cette vidéo, mais ça ne va pas être le cœur de la vidéo. Le cœur de la vidéo, c'est comment, avec les illustrations plus ou moins tradies et les interprétations plus ou moins tradies, j'ai cheminé avec les figures pour arriver à avoir un rapport à elles qui fait que je suis à l'aise avec elles, qu'elles résonnent dans ma vie et aussi qu'elles font sens par rapport à mes convictions, au monde que j'ai envie de voir émerger, à comment j'ai envie qu'on agisse dans ce monde qui est difficile. Et donc je ramène un peu tout ça. Et l'invitation, c'est pas à vous dire ah c'est comme ça et c'est pas autrement qu'il faut interpréter les rois ou les autres cartes des figures, mais c'est plutôt regardez si vous bloquez avec certaines des cartes, en fait il y a moyen de venir avec un système ou même pas un système, juste une façon de les appréhender qui est cohérente pour vous, ou flexible d'ailleurs si c'est ce que vous préférez. J'ai vraiment pas du tout de manière figée à jamais de voir la relation qu'on peut avoir avec les cartes, quoi. Voilà, mais des manières qui vous permettent de cheminer aussi avec elles et de les lire d'une façon fluide, que ce soit pour vous-même ou pour d'autres personnes. Donc, je pense que quand même, je vais reprendre ici un petit peu les bases, ce que j'entends avec les figures, comment je les conçois dans leur interaction entre elles, comment je les lis dans un tirage, etc. Si vous voulez vraiment le cœur de la matière sur les rois, il faut regarder les chapitres en dessous et aller directement à cette partie-là. Ça fait maintenant quelques années que j'avais fait les vidéos à ce sujet-là, c'est intéressant de voir comment j'évolue sur ces questions. Je pense que quand j'ai sorti ces vidéos-là, ça faisait que quelques mois que j'avais stabilisé mon système. J'avais essayé les interprétations plutôt associées au signe astrologique des figures, et il n'y en avait aucun de système qui faisait vraiment sens pour moi. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de systèmes qui coexistaient sans que rien ne coïncide vraiment avec ce que je voyais sur les figures, ou voilà, ça fonctionnait très moyennement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour dégenrer les figures, ce qui est quand même assez utile, c'est de se référer au système des associations élémentales, telles qu'elles ont été dans les milieux plutôt ésotériques prônées par l'ordre hermétique de la Golden Dawn, et surtout les tarots inspirés du tarot de Thoth. Ce que je trouve difficile quand on travaille avec un tarot qui est plus inspiré du Rider-Waite-Smith, parce que je trouve pas que les personnages de cour sont complètement interchangeables entre le Thoth et le tarot Rider-Waite-Smith. Donc, ce système-là, c'est qu'on a à chaque fois l'élément de la suite, donc pentacle, terre, R pour les épées, l'eau pour les coupes, et le feu, les bâtons, et à chaque fois, on a un élément qui est associé en plus à chacune des figures, ce qui fait que ça va un peu se croiser. Dans ce système-là, ce serait page ou valet, terre, et donc ce serait terre et terre si on était pour le valet de pentacle, terre et air si on était pour le valet d'épée, etc. Et système suivant, les cavaliers cavalières du Waite Smith, parce que c'est pas tout à fait la même chose dans le tot, mais bon, bref, ce serait l'air. Il y a des gens qui changent et qui disent que c'est le feu. Les reines sont toujours associées à l'élément d'eau, et donc la reine de coupe c'est l'eau de l'eau, la reine de pentacle c'est l'eau de la terre, etc. Et les rois sont associés dans ce système-là, soit le plus courant au feu, soit de temps en temps à l'air. Et du coup, même chose, 1, 2, 3, 4. Ça fonctionne aussi pas trop pour moi, c'est un peu alambiqué, c'est pas le plus intuitif. Aussi, ma lecture du tarot est en général assez intuitive et j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui est trop figé, qui va faire que si je me retrouve par rapport à telle carte dans tel jeu, en fait, mon système il va pas tout à fait coller. Là, une des choses que j'ai préféré privilégier, c'est me dire en fait, le truc qui est assez
qui est primordial, qui est principal pour moi dans mon analyse, c'est aussi ce que je vois sur les illustrations. Donc c'est très important pour moi d'avoir des jeux qui me correspondent bien, qui sont inclusifs, avec qui j'ai des principes, j'ai des valeurs, j'ai des souhaits, j'ai des rêves en commun, parce que sinon, on va avoir du mal à fonctionner ensemble. Le nom des tarots, vous les retrouvez en dessous. Hein. Alors, ce qu'on dit souvent quand on conçoit les figures et qui finalement fonctionne assez bien, mais que certaines personnes n'aiment pas du tout parce qu'elles trouvent ça très agiste, et c'est assez difficile pour certaines personnes d'adhérer à cette espèce de psychologie ou de pseudo-psychologie du reparentage des parties de soi, etc. Mais c'est de voir les pages, les valets comme des enfants. Et donc, on va dans ces cas-là les associer à la naïveté parfois, en tout cas la curiosité, au fait de ne pas forcément avoir des préconceptions, ou en tout cas d'être assez ouvert par rapport à toutes les attentes sociétales qu'on commence à intégrer très rapidement quand on grandit, qui peuvent être liées à, dans ce cas-ci, des éléments, comment on agit avec l'élément de chacune des suites, par exemple. Pour les cavaliers, cavalières, chevaliers, chevaleresses, dans ce système-là, on va voir les ados, parce que la fougue des ados, le côté entier, parfois sans concession, parfois sans nuance, c'est aussi un peu rempli de ces stéréotypes sur chacun des âges de la vie, ces trucs-là. Et donc, on va retrouver ce côté chevalier, ce côté j'y vais à fond, je me donne, je suis tellement enthousiaste, qu'on associe souvent à l'adolescence, le côté aussi parfois un peu rentre-dedans, etc. Puis on va associer la reine à l'âge adulte. On est assez à l'aise avec un élément, on a quand même accumulé de l'expérience, on se sent bien, on se sent chez soi, mais on n'a pas encore ce qu'on dit souvent, et qui est un terme que j'adore pas forcément pour parler des rois, la maîtrise de la suite. Et les rois, ce serait la maîtrise de la suite, qui serait du coup l'âge, quand on est des personnes âgées. Ici, par exemple, c'est les elders, l'aîné, dans ce Turning Tide Sorrow, etc. Ce qui est difficile, et c'est comme avec l'aspect assez genré qu'on a sur beaucoup de tarots, des cartes, c'est de se dire, on a tous en soi, à tout moment, ces parties-là de nous, elles existent. Et l'âge est seulement métaphorique, seulement une image, mais en fait, on a tous ça en nous à tout moment. Et c'est difficile aussi de ne pas voir les choses d'une manière hiérarchique, parce que souvent, quand on est dans ce système-là, on est en mode débutant, c'est mal, c'est pas idéal avec les valets, les pages. Moi, je crois qu'en général, c'est mes cartes préférées, quoi. Parce que justement, il y a cet esprit, cette curiosité qui plaît peut-être à mon solaire en Gémeaux, je sais pas, mais avoir toujours la possibilité de recommencer, d'appréhender un élément, un défi, une idée sans jugement, avec l'esprit ouvert. Pourquoi ce serait le bas de l'échelle? Voilà, inutile. Et donc cette idée qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus de maîtrise, de connaissances, et du coup de coller ça avec l'âge, en fait... pour tout ce que ça a de nul, l'expression ok boomer et tous les clichés sur les boomers, en tout cas ce que ces clichés nous montrent, avec tout ce qu'ils ont de ridicule au niveau d'envisager les choses d'une manière générationnelle, mais c'est aussi que c'est pas plus on vieillit et plus on gagne en sagesse, parce qu'il y a vraiment cette idée dans cette interprétation-là. Sur les aspects genrés, qui ne me conviennent pas énormément non plus, évidemment, donc mon but c'est aussi de débinariser le tarot, de ramener une vision féministe du tarot, de le queeriser, et donc de sortir des stéréotypes de genre, mais souvent on aurait l'idée que les valets c'est plutôt féminin et les chevaliers c'est plutôt masculin, les reines c'est d'office très féminin et les rois c'est d'office très masculin dans ce qu'ils entendent dans leur système binaire. Et du coup à chaque fois on a un truc de, par exemple, les reines c'est passif ou réceptif, et les rois c'est le leadership, c'est la prise de décision, d'action, c'est la responsabilité, des trucs comme ça qui donc en fait ne font que renforcer l'idée femme passive, petite chose fragile, ou le foyer, l'intériorité, etc., le soin qu'on associe souvent aux reines, et les rois, les mecs, donc l'extérieur, la prise d'initiative, la responsabilité, donc des trucs hyper sexistes.
on peut continuer à associer certains de ces trucs avec le tarot, mais il dit en faisant bien attention, parce que si on y adhère d'une façon trop figée, et surtout si on lit les cartes comme des personnes réelles, ça devient hyper problématique, puisqu'on fige les gens dans des rôles de genre. Ce qui est d'autant plus dangereux à cette époque où, avec les montées du fascisme, enfin, la prédominance, on est quasiment dans une hégémonie de la pensée fasciste, quoi, on essaie bien d'enfermer les individus dans ces stéréotypes de genre, de façon à ce que ça devienne une prison dont on ne sort pas et qui participe clairement à l'oppression des minorités sexuées, des minorités de genre et de toutes les minorités en général. Coffee. Donc ces interprétations des figures, elles existent. J'ai été piochée dans chacune d'entre elles tout en essayant de les modifier un peu, de les adapter à ce qui fonctionnait mieux pour moi. On a ça. Il y a un autre truc que j'ai envie de dire avant de continuer, c'est comment j'interprète les figures dans un tirage. Oui, des parties de moi en priorité. Et je me dis toujours, elles sont toutes là, les 16 figures, donc 4 pour chacun des éléments, sont toujours en moi. Il y en a juste qui sont plus ou moins activées, qui sont plus ou moins problématiques, avec lesquelles j'ai du mal à me connecter. Et ça me permet d'observer, c'est un peu ma température, mon humeur, enfin, ma température intérieure, comment dire ça, c'est de prendre le relevé météorologique de comment ça fonctionne en moi, c'est un peu voir, ok, où on en est dans cette petite soupe qui fait qu'à tout, quels sont les éléments qui donnent un goût dominant, quelles sont les notes de fond, les notes de cœur, que sais-je, vous voyez un peu ça, c'est toujours assez intéressant. Je trouve que c'est problématique de lire les personnages de la cour comme des personnes extérieures, parce qu'on revient à la question du consentement, de faire intervenir des tiers dans un tirage qui n'ont rien demandé, même si on tire les cartes pour soi-même. Si on tire pour d'autres, c'est d'autant plus problématique. Et donc, par rapport à ma perspective queer et féministe du tarot, et animiste, etc., et donc relationnel, c'est inenvisageable de tirer les cartes pour des personnes qui ne sont pas là, ou au sujet de personnes, ou d'intégrer dans mon tirage des personnes qui ne sont pas là, qui n'ont rien demandé. J'essaie toujours de positionner par rapport à la personne pour qui je tire les cartes, ou à moi-même, qu'est-ce que ça mobilise, à quoi ça fait appel, etc. Je pense que je disais dans ma dernière vidéo, sur ce sujet, mon positionnement par rapport aux figures, je disais parfois, si ça peut faire écho à des personnes extérieures, c'est plutôt, ok, c'est quoi la projection? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Si quand je vois le roi de Pentacle, je pense à telle personne, pourquoi? Parce que moi j'ai du mal à accéder à cette partie-là et je la vois chez moi, ou parce que cette personne symbolise quelque chose que j'aime moins, ou que j'adore, mais que j'envie chez le roi de Pentacle, ou des choses comme ça. Mais je pense au final que depuis que j'ai fait cette vidéo, et quand j'ai fait des tirages pour moi-même, et quand j'ai fait des tirages pour d'autres, c'est quand même pas très souvent, c'est jamais vraiment quelque chose qui a été plus présent que ça, parce que je crois que j'ai évacué ça de ma manière de tirer les cartes. Après, quand je lis des cartes pour d'autres personnes, ce qui arrive vraiment, vraiment pas souvent, mais je vais peut-être plus souvent inviter les personnes à se questionner là-dessus. Et quand on est dans un mode purement voyance et purement intuitif, c'est très possible qu'il y ait des flashs comme ça qui viennent pour faire appel à certaines personnes ou des guides ou alliés au niveau spirituel quand je fais ce type de tirage. Voilà, vous pouvez voir sur mon blog ou dans mes vidéos le type de tirage que je pratique. Au fait, c'est pas caché, c'est là et ça peut vous permettre de voir comment j'appréhende aussi les figures dans des tirages. D'ailleurs, j'ai encore partagé ma dernière vidéo, c'est un tirage. Je parle du roi de coupe dans le Yukika Tarot et je l'interprète comme le rapport qu'on a au don. Dans ce moment-là, dans le cadre de ce tirage, à l'endroit où j'étais, c'est ça qui a résonné. Depuis les 9 ans que j'ai cette chaîne, vous avez eu des vidéos sur le sujet qui peuvent vous permettre d'explorer les figures, de voir comment les identifier à des parties de vous, comment aller à leur rencontre, etc. Donc je mettrai la playlist en dessous. Vous avez aussi mon système qui est sur mon blog, sur mon site, dans mes zines, que vous pouvez télécharger gratuitement, qui vous permettent de mieux comprendre ou d'en lire davantage, que ce soit avec des exemples dans des tirages personnels, dans des tirages pour autrui, ou que ce soit parce qu'il y a des moments, j'ai vraiment fait des récapitulatifs de ce que j'entends par chacune des figures, etc. Où est-ce que c'était cette histoire? La numérologie, le valet, voilà. Ah, je vais reprendre du coup mes petits mots-clés ici pour reprendre mon système.
J'ai ici valet curieux, curieuse, ouvert, ouverte, l'apprentissage de l'élément. Les cavaliers, cavalières, déterminés, focalisés, la quête de l'élément. Les reines, c'est l'épanouissement, c'est l'écoute, c'est l'incarnation, l'encorporation de l'élément. Et les rois, la solidité, la responsabilité, la transmission de l'élément dans mon petit système, en quelques mots. Parce que j'aime bien essayer toujours de montrer ça un peu visuellement. Avec les valets, j'ai cette idée qu'on voit bien dans certains jeux. Est-ce que j'ai des jeux un peu comme ça ici devant moi? Qu'on est au plus près de l'élément, on le tient dans la main, on est comme ça, on est vraiment au plus proche, on a cette curiosité, cette envie de se mettre au même niveau, de parler ce langage. C'est très symbolique ce que j'explique pour le moment. Il y a des exemples dans mes vidéos précédentes sur les valets, les cavaliers et les reines, et il y en aura plus tard sur les rois. Donc on a vraiment cette curiosité, mais c'est une carte aussi qui est très relationnelle, qui est très ouverte, voilà. Avec les cavaliers, cavalières, chevaliers, chevaleresses, j'ai toujours cette idée de mouvement, parfois on parle aussi de rythme, de vitesse avec ces cartes-là, et pour moi c'est la quête, c'est vraiment ce truc, je cherche un truc de l'élément que j'ai pas pour le moment, et j'aspire complètement à y aller. Il est comme ça, il est en bout de vision, il apparaît au loin, et je veux y aller. Il y a quelque chose de comme ça, très, comme une expulsion, parce qu'on le voit dans ce mouvement-ci, où l'élément semble sortir de partout de nous, mais aussi un truc de, c'est quoi la vision la plus flamboyante, la plus expressive, la plus, ça va dépendre de chacune des suites, mais pétillante de la carte, et pas de la carte, de la suite de l'élément, donc, et comment je peux aller vers elle. Et parfois elle est là, et on est en train de la représenter tout entière, et parfois c'est vraiment cette idée de quête, c'est comment je peux aspirer, oui, à être davantage là-dedans. Il y a un certain mysticisme parfois, et un élan qui peut être trop grand chez les cavaliers cavalières. C'est des cartes qui sont assez excessives, quoi. Ensuite, chez la reine, souvent j'ai ce mouvement qui est là, on est avec l'élément, on le tient. On a, je trouve, chez les reines comme chez les rois, une idée de gardiennage par rapport à la carte, une idée de solidité, une idée de responsabilité. C'est juste qu'elle va se manifester différemment chez chacune. Chez la reine, on stabilise l'élément, on l'a au plus près de nous, on est l'élément, contrairement à la curiosité où on allait le rencontrer avec les pages. Lui, on allait le chercher à aller plus, à chercher davantage de manifestations, etc. Ou l'idéaliser aussi avec les chevaleresses. Avec les reines, on est dans quelque chose, on se pose avec, on l'incarne, il est en nous, et on irradie vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'essence de cet élément. On le connaît bien, on est proche, on a envie de le polir, de le faire briller et tout, mais l'idée est avant tout, l'idée n'est pas forcément dans le partage. Alors chez certaines des reines, le partage va être plus présent que chez d'autres, je trouve, et parce qu'on est tellement proche de l'élément, il y a quelque chose où ça nous sort par tous les pores, et donc on inspire, on offre, on donne, mais pour moi il y a quelque chose dans le don qui est assez différent, vous allez voir, du roi, où la démarche est il faut que je transmette. Et avec la reine, on est plus en mode l'élément est tellement magnifique. Venez autour de ma table, va dire la reine de Pentacle. Venez voir comme il est beau. Ou la reine de Coupe va dire venez, je vais vous tirer les cartes, ou partageons une prière ou une méditation ou quelque chose comme ça. La reine de bâton, elle va être en train peut-être de faire le show, ou pratiquer la magie, ou bien d'être sur scène ou quelque chose. Elle va faire oh regardez la passion du feu, et on va être là waouh. Tout le monde est d'office invité en fait, parce qu'il y a une telle générosité. Et c'est encore un mot que vous allez voir, j'attribue aux deux, au roi et aux reines. Et bon, j'ai pris presque tout le monde, donc je vais y aller. La reine d'épée, du coup, ça va être, elle a tellement un regard clair, perspicace, une certaine sagesse, une analyse des fonctionnements humains, et d'ailleurs non humains également, que on est directement invité, parce que elle incarne tellement bien la connaissance de soi, le discernement, la perspicacité, la lucidité,
au point où parfois ça fait mal, parce qu'on est capable d'aller triturer les choses avec les épées, que bah, on est quand même invité à ce processus d'analyse avec Yel. Tandis qu'avec les rois, cette idée, elle est davantage, avec les reines, on était là avec l'élément, au plus près, vraiment là, très, très au niveau du plexus solaire ou au niveau du cœur. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours là que j'ai l'impression de voir l'élément comme ça. On ne fait qu'un, on l'embrasse. Et avec le roi, l'élan est, ah, elle nous invite à donner l'élément. Si jamais on voulait parler de maîtrise, c'est une manière de dire, en fait, j'ai une telle connaissance de cet élément. Je suis tellement à l'aise, j'ai passé du temps avec. Pour moi, c'est pas de la maîtrise, mais il y a peut-être un élément de sagesse, dans le sens de vraiment avoir raffiné, affiné notre connaissance, d'avoir tellement de détails et tout, qu'il y a un élan qui fait que on a envie de l'offrir, on a envie de le transmettre, on a envie de voir comment d'autres peuvent se l'approprier. Souvent, on associe le leadership au roi, et je trouve que c'est pas faux, mais c'est leadership pas dans le sens d'enfermer, même si, en fait, les cartes, c'est un spectre, donc il y a toujours des aspects qui... cette idée de donner du savoir, de partager des connaissances, de faire en sorte que d'autres gens s'en emparent et fassent évoluer. C'est cette idée aussi de l'aîné hein, qu'on a vu sur certaines des cartes, que parfois c'était associé à la vieillesse ou au fait d'être aîné. Il y a des gens qui ont juste envie de tout garder, tout s'accaparer, mais dans l'idéal, et ça peut être un domaine des rois, mais dans l'idéal, on a plutôt envie de partager, on n'a pas envie que les choses restent là, stériles et qu'elles ne servent à rien. On a envie qu'elles aillent fertiliser, qu'elles soient compostées, qu'elles soient réappropriées par d'autres personnes. On est en fin de cycle, si jamais on voit les cartes, et je le vois souvent comme ça quand même, comme pas une suite, mais comme une espèce, oui, plutôt de cycle. Et donc, là où on a la semence, la graine, quelque chose qui commence, le potentiel avec les pages, ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu précédemment parce que bon, c'est important, mais ça rentrait pas forcément dans ce que j'essayais de raconter ici. Mais c'est une interprétation traditionnelle très courante pour les pages. Et avec le roi, ben, on a, et on le voit bien ici, parce que par exemple dans le Gentle Tarot, la graine, la racine, la fleur, l'épanouissement hein, de la reine, et puis la récolte avec le roi. Et donc, ce serait comme si la plante, la fleur, elle a fané, puis la plante monte en graine, et la graine va retourner au sol et continuer un nouveau cycle. Donc, on peut avoir ici cette idée de, peut-être, il y a presque une, ça va sonner très psychanalytique, c'est peut-être pas ce que je veux dire, mais comme une dissolution de l'ego. On ne peut pas s'accrocher à l'élément, ça ne fonctionne pas, et c'est la même chose avec les 10 dans le tarot. On ne peut pas figer ce moment qui peut être idyllique, parfait, un accomplissement, etc. Il faut que ça retourne dans le système, il faut que ça retourne nourrir d'autres choses, et donc on est déjà aussi un peu au stade du compost, mais dans le bon sens, ça va peut-être se décomposer, mais c'est pour nourrir la terre, c'est pour qu'autre chose puisse nourrir, et donc il y a cet élan de partager, de donner, de transmettre. Et la responsabilité ou le gardiennage par rapport à l'élément va se manifester du coup là d'une autre manière. C'est une forme de loyauté que peuvent aussi avoir les reines, enfin que chacun peut avoir d'une manière ou d'une autre dans les suites. Mais la loyauté du roi, c'est de dire en fait j'ai une telle connaissance, par exemple ici avec le roi de coupe, qui est souvent, on peut le voir souvent comme une personne qui est plutôt thérapeute, qui va maintenir l'espace où on peut être là ouvert, vulnérable, lucide, tendre avec nos émotions, avec ce qu'on ressent. Tenir l'espace, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais il y a une forme de... En fait, il faut une certaine maturité, j'ai oublié complètement le début de ma phrase, mais pour pouvoir tenir cet espace, pour que les personnes se sentent suffisamment à l'aise pour venir ici déposer ce qu'elles ont. On a une forme de maintien de l'espace qui est plus conscient, je pense, que chez les reines où l'espace, le gardiennage de l'élément est là parce qu'elles sont tellement en harmonie avec. Et avec le roi, pour moi, il y a vraiment une question de don, de partage, de transmission. C'est quelque chose, je prenais cet exemple-là dans ma vidéo précédente. Je prenais l'exemple de toutes les années où j'ai travaillé dans le domaine des études de genre et du féminisme. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes extraordinaires qui avaient milité depuis des années. Et c'était vraiment indépendant de l'âge, parce que pour certaines, c'était des pionnières du féminisme de la deuxième vague, et pour d'autres, c'était des assez jeunes académiques. Mais leur mission, c'était vraiment de voir le féminisme évoluer, c'était de transmettre leur lutte, leur connaissance, leur savoir
aux jeunes générations, mais pas forcément dans le sens d'âge, mais aux nouvelles personnes qui arrivaient au féminisme ou à ces questionnements ou à la militance et de transmettre ça. On a le passage de relais que je trouvais être assez important aussi avec les rois, mais plus chez certains rois que d'autres. Par exemple, je trouve ça plus présent chez le roi de bâton. Et ça me fait vraiment penser à ce côté enseignant, enseignante. Parfois, on associe plus les rois aux empereurs si on veut faire des parallèles avec l'arcane majeur, avec les atouts. Et pour moi, il y a peut-être un côté hiérophante, mais pas dans le sens dogmatique de la carte du pape ou du hiérophante, mais dans le sens transmission. Et parfois, oui, parfois il y a des secrets, parfois il y a des dents, parfois il y a un rite de passage, il y a une initiation pour avoir accès à l'info, mais dans sa version la plus fluide, les cartes des rois sont foncièrement opposés à la hiérarchie et ne cherchent pas à enfermer, à mettre sous cloche l'élément, mais au contraire à ouvrir la cloche. J'ai là-bas derrière moi une petite statue sous sa cloche de verre et allez, servez-vous, faites-en ce que vous voulez, allez-y, maniez-le. Et là-dedans, le roi peut être un ou une guide, une personne qui va vraiment nous aider, ou cette partie de nous, évidemment, qui va, et à chaque fois, je les personnalise, mais les personnifie, mais c'est avant tout des parties de nous, qui va aider les autres à dire, ok, moi, voilà ma vision de l'élément, qu'est-ce que vous en faites? En soi, ce type de vidéo, c'est les vidéos où j'incarne chacune des figures, mais aussi l'idée du roi. Et pour moi, du coup, ça me fait penser dans le Rosebud Tarot, c'est la souveraineté, ils ont été renommés comme ça, et la générosité, c'est les reines, mais je trouve quand même que les rois sont foncièrement généreux, et j'ai envie de leur laisser ça, aussi, de remettre ça au centre des interprétations. Je commence à fatiguer, petite pause. Et si les rois, si elles sont fiables, responsables, solides, qu'on peut compter sur elles, qu'elles vont nous aider à construire, à bâtir, etc. C'est vraiment important pour moi dans comment j'ai cheminé avec cette carte, que ce soit le moins possible, même si parfois c'est ce qui va ressortir dans certains jeux, dans certains tirages, etc. Il faut aussi pouvoir se laisser surprendre par les cartes et pas rester d'office dans « ah, c'est ça » et pas autre chose. Qu'est-ce que j'avais quand même envie de dire, que moi, pour revenir à moi, comment j'ai cheminé, et pas pour vous dire faites-le d'office comme ça, mais regardez si ça peut résonner pour vous dans vos tirages. Pour moi, c'est aussi la carte des guidés alliés au niveau spirituel. C'est la carte des ancêtres. Et donc, quand elles apparaissent dans mes tirages, là, on est moins dans le domaine des parties de moi, mais ça fait aussi partie de ma pratique du tarot, qui est plutôt mystique, quoi. Ça peut être la présence des ancêtres, des guides, etc. Je trouvais ça très joli dans le Yukika que sur une partie des rois, il y a des fleurs, en particulier ces espèces de myosotis, donc ne m'oubliez pas, hein, en anglais, Forget Me Nots, et je trouvais ça hyper inspirant et intéressant. Bon, écoutez, c'est parti quand même, je vais essayer de vous donner des exemples pour chacun des rois. À commencer ici par le roi de coupe. On prenait tout à l'heure l'exemple du roi de coupe comme une personne qui a l'écoute, qui va maintenir l'espace où on peut se confier, être soi-même, faire de la place pour ce qu'on ressent, pour ses émotions, etc. Je trouve que c'est assez bien illustré ici dans ma version du Fils Spirit Tarot, du tarot inclusif. On a aussi la responsabilité qu'on peut avoir émotionnellement dans différents types de relations, comment on se positionne, comment on agit de manière responsable, lucide, à l'écoute, comment on analyse son propre comportement et comment on fait en sorte que chacune des personnes qui est là impliquée, qui est autour de la table, se sente suffisamment à l'aise pour exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer aussi. On a aussi un côté d'être suffisamment à l'aise avec l'inconnu, le mysticisme, l'intuition, les choses qui peuvent être aussi associées aux coupes à l'eau pour y aller, quoi, pour nager. On voit même ici avec le Yukika, la personne est quasiment devenue sirène, enfin elle l'est, hein. On voit ses jambes ici qui sont des nageoires. Et donc on a vraiment le fait d'être à l'aise, l'esprit, donc on est carrément dans le fait d'incarner l'esprit de l'eau ou des esprits de l'eau, et donc d'être
suffisamment à l'aise, suffisamment équipé, ou de savoir ce dont on a besoin comme outil pour l'être suffisamment, pour nager les grandes eaux de la spiritualité. Donc, ça peut être avoir des expériences mystiques safe, se sentir safe pour le faire. Ça peut être une personne qui va nous accompagner dans ces processus-là, ou de faire appel à une personne qui est à même de le faire, ou c'est se poser la question, quels sont nos outils, qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils, quelles sont nos connaissances, nos amis, des objets, des pratiques, etc., qui vont nous soutenir émotionnellement dans le moment où on veut passer à l'étape supérieure. Ça, c'est plutôt une interprétation que j'ai apprise de Lindsay Mack, je dirais. On peut aussi évidemment avoir par opposition le fait d'être un peu trop réservé, d'avoir du mal à se confier. Et tous les rois vont quand même avoir ce côté, puisqu'il y a un rapport au fait de transmettre l'élément, peuvent avoir une position retranchée, une position qui... on a l'idée de la générosité, de donner, de transmettre l'élément, mais on peut aussi avoir la posture de se référer à des arguments d'autorité. Dans le domaine de la spiritualité ou des émotions avec les couples, ça peut être, je sais pas moi, des coachs de vie qui vont faire du spiritual bypassing, de la positivité toxique, qui vont complètement passer à côté des analyses systémiques ou des rapports de pouvoir pour faire comme si le bonheur était à portée de main. Ça peut aussi être le comportement qui fait qu'on peut avoir des pratiques d'évitement. Et donc, ou parce que ça nous fait trop mal de regarder le monde en face, je sais pas, prenons un exemple qu'on prend souvent dans nos communautés, à juste titre, parce que c'est tellement terrible, le génocide à Gaza, c'est les gens qui vont faire « Ah non, je veux pas en parler parce que ça me fait trop mal, parce que je peux quand même rien faire, parce que gna 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 », et enfin, toutes les excuses qu'on peut trouver pour éviter d'affronter ça et nos responsabilités aussi, et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc ça peut aussi être les moments où on va instrumentaliser notre ressenti, ce qu'on ressent, notre deuil, notre peine, ou instrumentaliser la spiritualité pour éviter de prendre nos responsabilités dans ce domaine-là, mais aussi dans d'autres domaines. Donc on va toujours avoir ce rapport à transmettre, agir de façon responsable, inviter, être là pour d'autres, tenir l'espace, inviter d'autres à s'approprier la chose, hein, ouais, vraiment dans une posture de don et d'invitation, et le fait de vouloir fermer, de vouloir, par exemple, dans ce domaine-ci, on peut avoir des personnes qui pourraient, hein, ou notre côté, dans une dynamique relationnelle, dire je sais mieux que la personne en face, que ce soit dans le couple, dans l'amitié ou dans plein d'autres choses, ou même dans comme on a souvent une figure d'enseignant qui peut revenir avec les rois, ça peut aussi être dans des situations d'enseignement ou d'apprentissage, faire je sais d'office mieux, donc voilà, c'est comme ça et pas autrement. Ou de dire oui, moi je suis tellement intuitive, ou j'ai tellement bien compris ce qui jouait au niveau relationnel que je ne vais pas écouter ce que la personne me dit, qu'elle ressent. Je ne vais pas remettre en question mon comportement. Donc on peut avoir ces choses-là, on peut avoir le côté épanoui, le côté idéal du roi qui va être très très généreux, qui va prendre de la place pour que chacun puisse exprimer ce qu'elle ressent, et qui va pas se mettre en avant, qui va avoir aussi qui est en fait une posture d'humilité, de douceur, de tendresse. Et on peut avoir le côté je ferme, je sais mieux que tout le monde. Oui, ça peut être, je sais pas moi, des psys qui vont avoir des trucs où qui peuvent être assez violentes d'une manière ou d'une autre. Je vais pas prendre des exemples personnels, mais il y a plein de manières, quoi. Ça peut être les personnes dans le domaine médical, psy ou thérapie alternative qui vont faire si t'es malade, c'est de ta faute. Donc regardons dans ton histoire qu'est-ce qui fait que t'as développé ce truc dans un truc hyper culpabilisant. Si t'as un cancer, c'est de ta faute. Regarde ton trauma là que t'as pas résolu. Si tu meurs, c'est de ta faute, c'est que t'étais pas combattant et les combattants s'en sortent. On peut avoir ce côté gaslighting. On dit en anglais cette technique, cette façon d'évacuer la souveraineté des gens et de se mettre en avant comme des postures d'autorité qui vont du coup dire aux gens ce qu'elles ressentent et pas laisser l'espace pour qu'elles ressentent. Mais dans l'idéal, c'est quelqu'un qui sait bien ce qu'elle ressent et qui va permettre à d'autres d'avoir l'espace pour ressentir. Et ça peut aussi être, comme je disais, pour moi, souvent, c'est des figures ancestrales qui peuvent arriver avec ça, des esprits, des déités, dans ma pratique mystique ou mon approche animiste du tarot. Et dans ce cas-là, ça peut complètement être des alliés spirituels qui se manifestent, même des plantes ou autres, à travers ces images.
Le roi d'épée, déjà, comme vous voyez sur certaines images ici, elle prend de la hauteur, elle a une vue d'ensemble de la situation, et elle se laisse pas phagocyter, ou en tout cas, son attention n'est pas exclusivement vers les détails, il y a une espèce d'esprit de synthèse, et en tout cas, il y a la capacité à s'élever par rapport au fait qu'on peut avoir le nez dans une situation, être en train de pinailler sur des détails ou avoir du mal, avoir la big picture, le paysage, la situation dans son ensemble. C'est quelqu'un qui est capable de s'élever pour voir plus loin, pour trancher, pour adopter une position plus claire, plus... Alors, on peut avoir l'idée de trancher avec certaines images, et pour d'autres, faire preuve de plus de nuances. Enfin, c'est une question d'image, c'est aussi une question de comment ça apparaît dans le tirage, comment on en parle. Et donc, c'est d'accepter de faire de la place pour la multiplicité. Souvent, avec les épées et l'air, on est dans la communication, on est dans la parole. Et donc, ça peut être de développer un discours, une histoire. Pour moi, il y a souvent le fait de raconter des histoires avec les personnages d'épée, et aussi avec le roi, d'une manière qui prend en compte une multiplicité de points de vue des différentes personnes impliquées, humains, le non-humain, les entremêlements entre tout ça, par exemple. Et ok, on peut avoir l'idée, ah, on t'écrit un bouquin, et du coup, où tu fais la généalogie, ou des trucs comme ça, t'es dans la position du roi, parce qu'on a ce côté aussi ancestral, tu réécris ton histoire familiale, mais ça passe pas forcément par l'écriture, ça passe peut-être par la parole, mais n'importe quelle forme de langage, en fait, c'est une manière de mettre en langage qui peut passer par les images aussi, enfin, c'est de mettre en ordre, d'assembler, de rassembler une multiplicité de points de vue pour mettre en ordre et proposer un récit sur ce qui s'est passé, un récit qu'on aurait envie de transmettre, qu'on a envie de donner. On crée rarement, ou on compile, dans ce cas-ci, uniquement pour soi, mais aussi pour d'autres. Ok, j'espère que mon téléphone ne va pas trop accrocher au bruit des chiens qui crient à côté. Pour moi, dans mon système, c'est aussi vraiment la responsabilité par rapport à ce qu'on raconte, par rapport aux histoires. Et du coup, ça peut être par rapport au savoir, ça peut être par rapport à une discipline, à un domaine, à un champ d'études, ça peut être par rapport à ce qui s'est produit juste au niveau interpersonnel, et de ramener une analyse là-dessus. Il y a une capacité d'analyse, mais la capacité d'analyse se fait pas tout en bas, elle se fait en prenant la hauteur, comme on voit ici avec l'esprit d'air dans le Discovering Beauty. Bah souvent, on a le ciel qui est derrière, on a le côté qui peut être assez sec, de l'air qui revient, mais du coup, oui, bah, il peut y avoir la sécheresse dans le jugement qui est posé, mais en même temps, c'est ça qui permet d'avoir un regard objectif qui va prendre en compte le positionnement qu'on a, ou une multitude de positionnements, pour être le plus inclusif et le plus large possible, qui va interroger aussi la notion de la neutralité, est-ce qu'elle est réelle ou pas, de la vérité, de la justice, du réel, et comment ces notions peuvent être instrumentalisées ou être utilisées pour manipuler. Donc on a quand même dans cette idée de discernement, de trancher, de faire preuve de lucidité, c'est aussi ça, c'est trancher à travers le bullshit, à travers toutes les conneries, ou les miroirs aux alouettes, ou le glamour, ou les processus que nous-mêmes ou d'autres, on peut mettre en place pour se cacher un peu, pour enjoliver la situation et voir peut-être le cœur du problème. Donc c'est aussi cette capacité d'analyse-là qu'on va aussi retrouver chez les autres figures, plus ou moins concrètement les autres figures d'épée, parce que c'est propre aux épées aussi, cette façon de clarté. Et donc c'est aussi voir clair dans nos propres conneries, quoi, quand on se trouve des excuses, quand on se victimise, quand on fait preuve de mauvaise foi, quand on est un peu en train de manipuler les gens plus ou moins consciemment, et quand on est dans notre ego trip ou des trucs comme ça, c'est un moment d'arriver à prendre de la hauteur et faire mais putain, j'ai foiré là. Et donc il peut avoir la notion de accountability, de rendre des comptes, d'agir avec responsabilité par rapport aux histoires qu'on raconte et par rapport à comment on raconte. Mais voilà mon amoureuse, quoi, à qui je dois ouvrir. C'est peut-être répétitif parce que j'ai dû interrompre, mais on a l'idée de ramener un point de vue, un regard situé sur une situation, de ne pas hésiter à se positionner, de ne pas hésiter non plus à gonfler, à étoffer l'analyse en intégrant un maximum de points de vue, et puis dire ok, voilà mon histoire, ma narration, le récit que je fais de telle ou telle chose, et toi, qu'est-ce que tu t'en fais? Et évidemment, dans les épées, tout comme dans les pentacles, les deniers, on est dans l'idée du savoir qu'on a
qu'on a construit, ou peut-être plus ici, on est moins dans la construction et avec les épées et plus dans la distribution. Trop fatiguée, je vais passer au suivant. Roi de bâton, le domaine des bâtons, c'est le domaine du feu, la créativité, l'expression, l'activisme, l'engagement, la passion, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait avancer, ce qui nous donne envie de changer, de transformer soi-même, les rapports sociaux, la société, de créer, de tout ça. Et du coup, avec les rois de bâton, j'ai souvent entendu, je sais plus où j'ai lu ça quand j'apprenais le tarot, mais des choses sur, ah, c'est une personne qui est responsable de galeries, qui gère des expositions, qui met en avant le travail de certains artistes. Oui, peut-être, mais aussi ça nous ramène à comment chacun, chacune dans nos vies, on fait preuve de curation, on met en avant certains éléments, on assemble et on fait briller. Comment, dans tout ce qu'on a accompli en termes de militantisme, on continue d'inspirer, mais aussi comment on passe le flambeau, comment on passe le relais, comment on essaie de ne pas figer la lutte, de ne pas figer notre art ou notre créativité dans un médium, dans une manière, la bonne manière de militer, par exemple, ou de créer, ou de vibrer, et comment on laisse aussi passer à une autre étape, puisqu'on a beaucoup de transformations avec les bâtons, et donc comment on laisse opérer la transformation pour que d'autres s'emparent de la chose, ou bien au niveau intrapersonnel, si on arrive au bout de quelque chose, comment on peut éventuellement même ritualiser quelque chose pour faire place à d'autres choses, pour symboliquement faire en sorte que, ok, j'ai accompli tout ça dans tel domaine, je vais mettre en scène pour moi-même ou pour d'autres, et puis je vais voir ce qui peut naître après. On a la dimension de Phénix qui peut apparaître avec cette carte-là. Bon, parce que moi je vois quand même les rois comme des personnages très sociaux, comme des figures ou des aspects de nous qui sont très dans l'interpersonnel, qui vont vraiment aller vers d'autres personnes. C'est aussi si j'ai créé tout ça, si j'ai mis tout ça en place, comment je fais en sorte de laisser circuler. C'est compliqué aussi parce que c'est compliqué parce qu'à l'heure actuelle, on a l'intelligence artificielle. Les rois vont aussi nous poser la question, roi de bâton ou autre, quand est-ce qu'on, je trouve dans des collectifs par exemple, quand est-ce qu'on voudrait que le collectif dans lequel on était soit vraiment parfait et que ça reste comme ça à jamais. Ça parle de la convergence des luttes, du coup, ça parle de quels sont les compromis qu'on peut faire pour lutter ou travailler ou créer avec d'autres, et là où on veut pas. Donc plutôt, pas juste la notion de compromis, mais oui, de convergence, de limite, de créativité, d'expression. J'ai du mal à trouver mes mots, est-ce que je suis fatiguée, que j'ai envie de dire plus de choses, attendez, je réfléchis. Avec les rois, on peut aussi avoir le truc de... voilà, j'ai travaillé pendant tellement d'années sur tel sujet, je suis d'office une experte, et ça m'énerve de ne pas être reconnue. Ou bien j'ai envie de plus de reconnaissance, et il y a un peu parfois l'idée de copyright, genre, ah, telle expression, c'est moi qui l'ai utilisée en premier, personne d'autre peut l'utiliser, ou voilà, j'ai développé telle pensée et d'autres gens viennent s'en emparer et vont la dévoyer, ou des choses comme ça. Et donc, on peut avoir un côté légitime, parfois, de se dire, bah oui, quelle est ma place dans tout ça? Et aussi un côté qui, parfois, fait, ouh, je suis la seule personne à avoir le droit de dire ça, il faudrait toujours reconnaître. Et dans un monde où les choses bougent très, très vite, où l'IA vient nous piller notre créativité, tout en détruisant les écosystèmes, la santé du vivant en général, ou tout ce qu'on pouvait bâtir aussi autour des communs, de la libre circulation de la pensée, justement de s'opposer en quelque sorte à la propriété intellectuelle, etc. Ça s'effondre et c'est remis en cause et c'est déformé, et c'est la question aussi de citer ses sources qui revient avec les rois. Et donc on peut aussi avoir cet aspect qui peut revenir
est-ce qu'il faut être généreux, plus généreux, généreuse par rapport à ce qu'on a créé? À quel moment ça fait mal en fait quand on se rend compte que des choses qu'on a pu initier, qu'on a pu encourager, des choses pour lesquelles on s'est montré assez pionnier, pionnière, en fait, finalement, ben, on est complètement oublié dans ce mouvement. Ça fait mal, mais est-ce que c'est forcément mal? C'est des choses qui se posent comme question. Un mot qu'on a souvent associé au roi et que j'ai pas ici dans les cartes que j'ai sélectionnées, c'est le mot de visionnaire aussi, et c'est un mot qui va particulièrement bien au roi de bâton. Mais quand on a une vision comme ça, quand on est pionnier, pionnière dans un domaine, qu'on a une vision, qu'on a peut-être parfois une longueur d'avance, c'est très sagittaire par exemple avec les bâtons. Si jamais je devais associer un truc au niveau astrologique dans mes correspondances avec les rois, pour moi on est dans les signes mutables. Et donc les rois de bâton, ce serait Sagittaire, le roi d'épée, ce serait Gémeaux, le roi de Pentacle, ce serait la Vierge, et au niveau de l'eau, des coupes, ce serait les poissons, parce qu'on a cette idée avec la mutabilité de dispersion, de changement, de passer à autre chose, d'être dans cette décomposition. Mais donc on a aussi cette idée d'expansion de l'idée du domaine de la pensée, ici de la créativité ou de l'activisme avec le roi de bâton qui peut nous mener à... Ouais, j'ai encore complètement oublié où j'en étais. Ma capacité de concentration est quand même fort fort limitée. Qu'est-ce que je vais dire avec les sagittaires, les visionnaires? Ça va bien à tous les rois, l'idée de visionnaire, mais ça va particulièrement bien au roi de bâton. Mais une vision, c'est pas forcément un fait, c'est quelque chose qu'on anticipe. C'est l'heure du rêve aussi, c'est quelque chose qu'on nourrit. Et donc parfois, il faut pouvoir... Et il y a quelque chose de nourricier dans les rois aussi, mais il faut pouvoir laisser la vision advenir ou la laisser prendre corps. Et donc aussi ne pas essayer de trop la canaliser, parce que c'est pas le but en fait. C'est presque un don qu'on fait... de sa vision, pas forcément à d'autres personnes, mais aussi c'est très absolu en fait comme concept. Bon, on a compris que j'étais complètement fatiguée. Roi de bâton, le roi de pentacle, de denier, de terre, on a l'idée de sécurité, de mettre à l'abri, de proposer un refuge, de stabiliser. Pour moi, souvent aussi, tout simplement, c'est l'appel de la forêt, du territoire, des ancêtres, de lieux qui ont une dimension plus ancestrale. Ça peut être des musées aussi. Si on avait l'idée d'exposition, de curation avec le roi de bâton, ici on peut avoir des musées qui vont être plus dans le domaine de l'histoire d'un lieu, ça peut être la géologie ou des choses comme ça. On a une accumulation de savoir et l'idée de l'apporter. Donc ça peut être un refuge pour le savoir, ça peut aussi être vraiment comment on se met soi et les siens en sécurité. Il y a souvent, je trouve, la notion de carrière ou d'autonomie financière qui sont un peu différents. La carrière, on pourrait dire que dans le sens ambition, ça pourrait être plutôt le roi de bâton, et le roi de pentacle va plutôt être dans l'idée du gagne-pain. Mais en prenant en compte évidemment tout ce qui rentre en compte par exemple ton job alimentaire, si c'est le roi de pentacle, ça va être assez limité parce que le roi de pentacle, il veut mettre à l'abri. Donc, elle veut prendre en compte tout ce qui participe à ton bien-être, à ton sentiment de sécurité, etc. Et donc, pas juste, si c'est les thunes et que ça a un impact sur ta santé mentale, je pense que c'est quelque chose qui peut être pris en compte par le roi de pentacle, cette complexité-là. Donc pour moi, c'est vraiment la carte de l'ancêtre et de l'aîné par excellence, et comment on se positionne par rapport à nos lignées, dans tous les sens du terme. Ça peut être au niveau familial, mais aussi nos lignées par rapport à certains types de savoirs, de connaissances. La question de la citation des sources est aussi assez importante, et à l'image du roi d'épée, ça peut aussi être de vraiment compiler, ramener ensemble pas mal de choses pour créer un discours, un écrin, un espace, un refuge, un sanctuaire pour nos savoirs, nos connaissances, tout ce qu'on a construit. Ça peut être physique, hein. On a souvent un château derrière le roi de pentacle dans des images très classiques, mais voilà, ça peut être aussi très métaphorique. Pour moi, comme je le dis, c'est souvent associé à, à des lieux, aux esprits des lieux, et en particulier à la forêt, au bois, à des bois qui sont très anciens, avec des végétations très anciennes. Et c'est compliqué parce que parfois, quand on veut mettre à l'abri, créer un refuge, en fait, on va enfermer, on va
empêcher de s'exprimer, on va avoir une vision qui va paraître définitive de comment on doit contenir un savoir, par exemple, ici, mais ça peut aussi être par rapport à d'autres, hein, parce qu'il y a parfois une notion familiale, mais c'est pas forcément la famille. Enfin, ça peut être ta famille choisie, ça peut être, enfin, j'entends crier mon chat, ça peut être mon rapport à mes chats, mais entre la sécurité et le fait de proposer un abri et puis, celui d'enfermer, celui de penser savoir mieux que les autres et tout ça, ben, parfois la ligne est assez fine entre le fait de mettre parfois la pression aux gens, d'avoir une idée de la réussite, qui peut être, contraignante, qui peut être très sociale et qui laisse pas de place à la créativité ou, aux envies des gens. Tout ça peut être, représenté par le roi de Pentacle. Mais moi, c'est vrai, je le vois plus souvent comme quelqu'un qui vit de façon alignée par rapport, à ses valeurs et qui transmet, ça et qui essaie justement de pas, s'accrocher à des idées, surannées, qui se laissent, lentement s'éroder comme ici, hein. On a la fiabilité de la pierre, de quelque chose qui semble être là depuis très, très longtemps et puis on a quand même sa capacité aussi à se laisser au vent, à laisser le vent l'écorcher et les sédiments s'en aller. Donc on a quand même cette idée, de transmission qui est, très présente dans les pentacles et qui est propre au roi dans mon système et qui donc va l'être davantage encore avec les rois de pentacles. OK, est-ce qu'on a une Catou, beaucoup trop fatiguée? Yes! Je vous dis à bientôt. Je vous laisse là. Désolée si la fin de la vidéo était, bah, comme souvent, un peu moins claire que le début. J'espère que ça vous aura quand même inspiré, transmis l'envie de vous approprier les figures, les personnages de la cour d'une manière qui n'est pas, très royale, très court, très, figure d'autorité et qui vous permet plus de voyager avec elles, de leur insuffler la transformation, le changement social, quelque chose qui vous libère, qui vous fait du bien. Oui, l'idée de libération, elle est évidemment centrale dans une pratique féministe et queer du tarot. Et donc de voir peut-être aussi les aspects les plus protecteurs, etc., des rois traditionnels peuvent être intéressants, mais aussi de leur ramener des aspects qui sont plus émancipateurs. Je trouve que c'est hyper important et hyper intéressant et très enrichissant pour notre pratique du tarot. Et j'espère que ça vous décoince, ça vous aide à envisager le roi sous d'autres aspects. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui calent avec cette carte-là parce qu'elle est souvent envisagée sous un angle très patriarcal et on le considère comme une figure qui est très contrôlante. Et j'espère que je vous ai donné envie de les voir comme des figures qui sont aussi inspirantes, motivantes, oui, qui visent plutôt la libération, l'émancipation, la transmission, qui sont très généreuses et qui peuvent être dans le contrôle, dans l'autorité ou dans le fait de figer, mais qui sont bien plus que ça et qui sont complexes, comme toutes les figures et comme toutes les cartes du tarot. Et voilà, j'espère que je vous ai aussi donné envie de ne pas trop les voir d'une façon genrée et de rester ouverte par rapport à comment on conçoit le tarot, et en particulier les figures. Bon, voilà, Catou fatigué, Catou out. C'est la fin de la vidéo. À très bientôt, les gros bisous, 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 bisous. Je pose ici avec mes cerfs. Alors, je vous montre les cerfs qui sont derrière moi pendant que je fais la vidéo parce que je trouve ça très, très roi.